9h40. Aujourd'hui, vous êtes l'actionnaire principal du groupe La Provence. Vous avez été entrepreneur, évidemment, à la tête de l'Olympique de Marseille, homme politique, député européen, ministre de la ville, enfin... Acteur, pardon. Ça, c'est important. Et vous voilà aujourd'hui défenseur des Gilets jaunes. Alors, il y a peut-être vraiment une question, quoi. Vous avez ouvert les locaux de La Provence la semaine dernière au mouvement, enfin, à la tendance, je dirais, les Gilets jaunes, le mouvement. Bah, ça surprend, ça peut surprendre. Vous avez été un patron, vous avez été un ministre, un député. Pourquoi vous soutenez les Gilets jaunes? Non, mais les Gilets jaunes, je ne sais pas si vous avez remarqué, en dessous les gilets, il y a des gens. Et j'ai fait leur connaissance, bon, par hasard. J'ai écouté ce qu'ils me disaient. Et comme il y a des gens qui sont des citoyens et qui sont tous porteurs d'un gilet jaune, je me suis aperçu que, en fait, sur place, il y avait plusieurs types de gilets jaunes. Et ceux-là, ceux qui sont venus à Marseille, m'ont plu. Car dans la situation dans laquelle on est, c'est intéressant que vous ayez des gens qui revendiquent, qui se plaignent, qui demandent et qui sont désireux de, non pas en découdre avec la police, mais qui sont désireux d'avoir en face d'eux des interlocuteurs pour les écouter et éventuellement les entendre. Sauf qu'ils sont à l'état embryonnaire. Donc, j'ai pensé, effectivement, qu'en leur prêtant les locaux, comme j'aurais fait si Mélenchon me demandait des locaux. Ah bon? Je veux dire, oui. Je ne suis pas obligé d'y participer, mais je peux parfaitement prêter des locaux dans une relation locale, hein, je parle, c'était pas national. Oui, Mélenchon qui est député de Marseille. Voilà, parce que c'est Marseille. De Marseille, voilà, Ravier du Front National, s'il a besoin de locaux, on lui prêtera. Ah. On fait pratiquement 35 événements par an qui n'ont rien à voir avec notre métier. Oui, mais enfin, attendez, là, vous soutenez de cœur ce mouvement quand même. C'est pas juste une ouverture des locaux quand même. Non, mais je suis pas insensible à ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont présenté des choses, j'ai vu des femmes, parce qu'en fait, il y a vraiment plus de la moitié qui étaient des femmes. Ouais. Et parmi elles, il y en avait deux en tout cas qui nous expliquaient qu'elles étaient séparées, qu'elles habitaient un appartement qu'on ne pouvait plus payer le loyer, que leur mari n'envoyait pas la pension alimentaire. Et donc je me dis, mais c'est quand même pas croyable qu'on n'ait pas pu prendre ça en cause. Donc, mais ça vous a touché personnellement, en fait. Hein? C'est vrai, ça vous a touché personnellement. Complètement. Et ça me touche encore. Oui. Et j'allais dire, maintenant que je les ai vus à l'œuvre, je sais qu'ils sont sincères. Parce qu'on a eu vraiment un passage, vraiment, je vous assure, il faut le comprendre, ce petit passage, parce qu'ils commencent à 10h, ils sont 70, 72, et ils représentent une vingtaine de lieux différents. Et la police nous annonce qu'il y a 400 gilets jaunes qui arrivent. Et vraiment armés. Oui, parce que la réunion que vous avez organisée a été interrompue par, en tout cas... 400. Voilà. Et d'un seul coup, la par d'autres gilets jaunes, parce que c'est ça le problème. Il n'y avait pas que ça. Hein. Il y avait des drapeaux CGT, etc., qui avaient autant le droit que les gilets jaunes de manifester, d'ailleurs. C'est pour ça que je n'ai pas fait un cas particulier. Sauf que, quand on me prévient de ça, j'ai le responsable de nos gilets jaunes à nous. Il me dit, non, mais ils sont horribles, ils sont terribles, ils ne sont pas d'accord. Je dis, attendez. Il y a la presse qui est là, il y a toute la presse. Vous allez leur proposer qu'ils vous désignent 3, 4, 5 représentants. Et s'ils refusent, on leur interdit l'entrée. S'ils sont prêts à venir et que vous ne voulez pas, c'est tout le monde qui sort. J'ai pas d'a priori pour savoir quelle est la théorie. Et du coup, les 3-4 sont rentrés. Et l'après-midi, ça a recommencé avec un autre groupe. Et ils sont rentrés à 5. Oui. Ce qui fait que la conférence de presse, ils l'ont fait. Oui, non, mais c'est ça la vérité. Tout ce que j'ai lu, c'était des conneries. La vraie vérité, c'est que tous ceux qui ont voulu représenter une part des actions des Gilets jaunes sont rentrés. Et ils ont fait une conférence de presse commune qui s'est... avec chacun leurs différences. Alors, est-ce que pour vous, on va revenir sur ce mouvement, parce que je voudrais bien savoir si en une semaine où ils en sont finalement, pour vous, quel sens ça a ce soutien? Est-ce que c'est une façon d'être un acteur de la vie politique aujourd'hui? Ah bon, c'est comme quand vous demandez à Muselier pourquoi il a fait une cagnotte. Qu'est-ce que ça cache? C'est pour faire de la publicité, pour... Non. Hein? Non. Je vais vous dire un truc, vous le répétez pas. Je vais être maire de Marseille. Qu'est-ce que ça cache? Non, j'ai pas dit qu'est-ce que ça cache. J'ai dit parce que moi, c'est le contraire, je comprends pas. Je vais vous faire un aveu. J'ai des copains qui ont des moyens, qui ont de l'intelligence, qui connaissent les histoires sans être dans la politique. Je comprends pas qu'à son niveau, il n'y participe pas. Alors évidemment, si j'avais été dans la salle, j'étais même pas à Marseille ce jour-là, pour bien montrer que j'étais impliqué en rien.
Mais pourquoi vous avez besoin d'essayer de comprendre autre chose que si je peux rendre service, je le fais? Parce que je pense aussi parce que vous ne le faites pas? Non, c'est parce que je pense aussi, où je m'interroge et je trouverais ça fort, que je pense que c'est aussi une façon pour vous de défier le cancer et de dire je suis fort, je suis combattant, je suis dans l'action. Je vais vous faire une confidence. J'avais pas envie de vous parler de ça. C'est vrai que j'ai vécu, parce que je le connaissais bien, on m'a jamais vu Johnny Hallyday. Il a vécu une année à faire un spectacle exceptionnel. Et comme par hasard, il a été au bout des spectacles et il a payé l'addition après. C'est pas les gilets jaunes, moi, qui m'animent et qui me donnent envie d'être en vie. Vous voulez que je vous dise? C'est le procès qui démarre le 15 mars. Le procès public, où tous les soirs, il y aura les journaux qui auront entendu ce qui se sera dit dans la journée. Parce que ça fait 3 ans qu'on me parle des 400 millions que j'ai reçus de l'État. Ça fait 3 ans que j'entends dire que moi, j'ai été un pompe à fric de l'État. Et j'ai hâte que ce procès arrive. Et je peux vous jurer que même si je suis dans une chaise longue, j'irai à ce procès. Et je remercie les magistrats qui ont avancé l'audience pour que ce soit fait en mars. Voilà ce qui me tient, vous voyez, c'est pas les gilets jaunes. C'était plutôt... Enfin, les gilets jaunes, c'est un engagement... c'est épouvantable, madame. Une façon pour vous aussi et de soutenir des gens et de leur apporter de l'aide. C'est épouvantable de les voir, de savoir, de les entendre, de les écouter. On sait que ça existe. On sait tous que ça existe. Mais on passe parce que voilà, on dit on n'a pas les moyens de faire mieux, on fait déjà beaucoup. Enfin, bref, c'est exactement, si vous voulez, pourquoi je suis sorti de l'hôpital avec une ambition incroyable de changer les choses, alors que j'étais que malade. Et pourquoi, vous voulez me dire, pourquoi l'Académie de Nice me choisit pour être le parrain de la promotion des médecins de novembre? Simplement parce que sur une chaîne de télé, je venais de sortir des premières chimios, j'ai parlé de ma maladie, des malades, des médecins. Et qui m'ont dit, vous voulez être le parrain de la promotion? D'habitude, c'est toujours un prof de médecine. Pourquoi? Pour nous parler de ce que vous avez vécu. Et je l'ai fait et maintenant je suis engagé là-dedans à mort. Voilà, il y a des gens qui sont insensibles à tout, moi, non. Et je suis certain, vous savez, ils étaient 19 régions, ils m'ont appelé là avant de venir parce que je savais que vous auriez besoin d'un. Ils sont 30 régions. Non, mais alors justement, dites-moi où ils en sont. Ce mouvement des Gilets jaunes que vous soutenez, on va venir après aux images quand même de ces derniers jours, hein, parce qu'il y a aussi des violences, une inquiétude. Où va ce mouvement? Mais ceux que vous avez accueillis chez vous, ils en sont où aujourd'hui, une semaine après? Alors, ils en sont que, Dieu merci, ils se sont mis d'accord sur un processus, ils n'étaient pas tout à fait d'accord, que l'ambition, c'est pas on est prêt pour faire les élections européennes. Mais... Alors il y en a un qui pense ça. Il y en a un qui pense non, on ne veut pas faire... Mais ils sont prêts pour être représentatifs, après avoir procédé à un regroupement et à des votes, pour qu'ils aient en face, je veux dire les autorités là, ils vont avoir qui en face? Ouais. Hein? Ben, ils auront un groupe qui va être organisé, alors qui représentera peut-être que 60% ou 50%. Mais en tout cas... Des gilets jaunes, c'est-à-dire de cette... Gisbert, qui était là, puisque lui, il était là, il m'a dit à la fin il a un rôle le patron de la Provence, chez moi, oui, qui est le directeur. Il m'a dit à la fin de la journée, il s'est dégagé sans qu'il y ait eu de vote. Mais ils ont débattu tous ensemble toute la journée, une centaine, puisqu'ils ont ajouté. Et il s'est dégagé déjà des gens que les autres sont heureux de voir parler en leur nom. Mais est-ce que vous aimeriez, vous trouvez que ce serait une bonne idée qu'il y ait une liste européenne issue de ce mouvement-là? Je m'en fous complètement, alors. Moi, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que le processus qui vient d'être engagé pour déboucher sur une solution ait des chances d'aboutir. C'est déjà tellement difficile. Je vais vous donner un exemple. Vous savez ce qu'ils ont fait? Je sais ça depuis avant-hier. Je sais pas, je me demande si c'est avec le CNRS ou je sais pas quoi. Ils ont trouvé, par des ingénieurs, un système qui permet en constance, relation, dans toutes les mairies, de mettre des terminaux qui permettront, non pas comme on le voit à mais qui vont permettre de centraliser sur leur groupement les informations et les demandes de tous les gens dans les mairies. Pour le débat, pour le grand débat. Ils avaient rendez-vous avec Madame Jouanneau demain. Ils devaient l'avoir demain. Évidemment, elle n'est plus la personne en question. Donc, ils ont annulé le rendez-vous. Mais ils ont ça à proposer.
Voilà, c'est des gilets jaunes. Ils ont trouvé... Or, ils sont pas seulement en train de... Ils cherchent le moyen que les gens puissent exprimer vraiment leurs problèmes. Et c'est sincère. Alors ça, c'est très important que vous nous le disiez aujourd'hui, parce que, en même temps, dans ceux que vous avez accueillis, alors il y en a, ils sont très divers. Aïk Chahignan, qui vient de Dieppe, qui vient du mouvement des jeunes socialistes, il ne s'en cache pas, il était sur ce plateau. Il y a Ingrid Levavasseur, qui est l'aide-soignante, qui est une fille très attachante. Il y a aussi Christophe Chalençon. Oui, qui est le contraire de ce qu'on m'avait dit. Alors, lui quand même... Attendez, il a écrit quand même, à propos de Christophe Détinger, le boxeur, lui a apporté son soutien. Et il a dit... Crois-moi, mon ami, tu ne resteras pas en cage. Dans tes mots, tu défends toute l'humanité. Nous ne te lâcherons pas. J'en fais le serment. Est-ce que ça ne vous gêne pas? Ça me gêne, moi, parce que je suis à l'opposé de ce qu'il a dit. Mais il a sa place dans la discussion, puisqu'il existe. Alors, il y a ceux qui disent on ouvre la porte à toutes les opinions, et il y a ceux qui disent oui, on ouvre la porte, sauf à ceux-là, sauf à ceux-là. Vous savez, madame... Mais il y a quand même des limites. Il y a quand même des limites. La violence, le racisme, l'antisémitisme, etc. Ou pas? Oui. Les limites, vous les mettez où vous voulez. Mais on a le droit, à partir du moment où c'est pas lui qui a mis le poing dans la gueule, il a le droit de penser ce qu'il pense. Et celui qui a mis le poing dans la figure de l'agent, il va être en prison, et c'est tant pis pour lui. Maintenant, il y en a qui disent « Oh, c'est dégueulasse, il y avait eu des bagarres avant ». On n'y était pas. Et moi, je peux vous garantir que quand il est dans la collectivité dans laquelle ils sont maintenant, ça garde bien de faire des réflexions de cette nature. Vraiment. Donc là, il vaut mieux les avoir avec vous et que ça soit canalisé, que ça soit contrôlé, plutôt que de les laisser comme on voit maintenant. Parce que voilà, les images qu'on a vues ces derniers jours, oui, elles sont très dures. Ouais, elles sont dures. C'est plus que dur. Elles sont inquiétantes. Et du coup, cette violence... Bon, il y a aussi les gens qui ont soutenu ce boxeur, qui lui a apporté de l'argent dans cette fameuse cagnotte. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est pas une forme de rupture avec l'ordre républicain? Mais on dirait que vous... Attendez, vous vous rappelez les hooligans? C'était pas une rupture? Oui, vous connaissez bien. Hein? Oui. Bah voilà, puis c'est rentré dans le rang, parce que l'État a fait son boulot, et le public aussi. Vous savez, pour l'instant, regardez, prenez le recul. Sur tout ce qui s'est passé dimanche dernier, il y a 2 débordements. 2. Un grand abruti qui tape sur un machin et un officier de police qui tape sur un... Dans l'organisation violente dans laquelle on était, c'est vrai que si on prend la part des images qui sont passées en pourcentage de présence sur tous vos programmes, on a l'impression qu'il n'y a eu que ça. Parce que ça a occupé au moins 50% du temps. Bernard Tapie, qu'est-ce que vous dites? Vous dites pas samedi ça suffit, le samedi prochain ça suffit? Vous pensez? Mais c'est autre chose. Oui. Simplement, orientons les gens sur les proportions justes, de telle sorte qu'on ait une analyse sérieuse. L'analyse sérieuse de la situation aujourd'hui, c'est pas tous les gilets jaunes qui mettent des pains sur la gueule des agents, et c'est pas tous les gendarmes qui mettent à terre un mec. Bon, donc, voilà, vous avez des manifestations. Tous les week-ends, il y a des morts sur les routes, et figurez-vous qu'il y a des morts parce qu'il y a des mecs qui picolent. C'est pas pour ça que d'un seul coup, on dit tous les chauffeurs sont des ivrognes. Voilà, il y a des débordements de toutes sortes, il y a des comportements inacceptables. La seule chose qu'il faut, c'est que, comme l'a dit Castaner, il ne faut plus que ça arrive, parce que c'est plus possible de le tolérer. Voilà à quoi on doit arriver. Et c'est contre, évidemment, leur intérêt, puisque au fur et à mesure, comme vous l'avez senti, au fur et à mesure que l'opinion publique change de camp, au fur et à mesure, ils vont perdre de leur crédit. Et donc les revendications, le mouvement, le combat qu'ils ont mené va tomber. Les grèves de SNCF... Mais donc, vous dites, hein, vous passez un message ce soir, vous dites de façon très claire, samedi, que ce soit le plus pacifique possible, et puis peut-être même qu'il y ait moins de samedi, non? Vous êtes intelligente. Je suis certain que vous allez comprendre. Pourquoi j'ai donné mes locaux samedi, d'après vous? C'est une façon de montrer qu'on pouvait faire autre chose que manifester dans la violence. Cela, samedi, c'était autre chose. Et cela, vous les verrez plus jamais, ni sur un barrage, ni ailleurs. C'est pour ça que les extrémistes gueulent. Vous êtes sûr, vous pensez? Certains. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils gueulent, les autres.
Oui, parce que c'est quand même un mouvement très divers dans lequel, dès qu'il y a une tête qui dépasse, il y en a d'autres qui menacent et tout. Vous êtes d'accord? On les connaît. Hein. Mettre un gilet jaune, c'est pas être gilet jaune. Hein. C'est n'importe qui, mais un gilet jaune. Bon, il y a des gens, aussi bien à l'extrême droite et à l'extrême gauche, qui sont, pour des raisons différentes, avec des idéaux différents, qui se battent parce qu'ils ont l'esprit révolutionnaire, ils ont envie d'utiliser à la limite les armes s'ils pouvaient. C'est comme ça, ils ont cette opinion-là. Bon, mais ils sont là depuis le début. Rappelez-vous, la première journée du samedi, il y a eu des terribles choses. Et au fur et à mesure que les gilets jaunes allaient plonger les classiques disparaissent, eh ben, non, ils sont authentiques aussi, sauf qu'ils ne veulent pas des mêmes choses. Et ils veulent des choses qui ne sont pas supportables par un pays démocratique. Voilà. Vous avez entendu, tout à l'heure, on a entendu ensemble le journal de Rachid Embarki, et on a entendu Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai pas entendu. Il répondait à des confrères qui lui demandaient s'il qualifierait la situation en France de dictature. Et il a dit non, quand même, disons dérive autoritaire. C'est vrai? C'est ce que vous pensez? Vous pensez ça aussi ou pas? Qu'on est en dérive autoritaire? Ouais. Écoutez, je pense que si on est en dérive, c'est plutôt en dérive en manque d'autorité. Et, pour tout vous dire, je m'en plains pas. Le manque d'autoritarisme, il provoque ce qu'on voit là, et pour ma part, je dis c'est bon, voilà, c'est à supporter. Par rapport à la liberté d'expression, par rapport au fait qu'on vit dans un pays où la solidarité générale, notamment pour la médecine, notamment pour les chômeurs, notamment pour... Bon, elle existe. Pas satisfaisante et pas suffisamment. Mais on ne peut pas laisser prendre le risque de foutre tout ça en l'air. Et moi, je vais vous dire, si ça dépasse une certaine mesure, que tous ceux qui sont aux extrêmes là se fassent pas trop d'illusions. La France, c'est un pays... Ils sont capables d'accepter des choses. Puis il y a un moment donné, quand ils les accepteront plus, il n'y aura pas besoin des forces de l'ordre. Hein. Il y a un moment où il y a des gens, comme vous le dites, qui commencent à sentir que ça sent mauvais. Et qu'on est en train d'inscrire le pays dans un système insurrectionnel, où l'insécurité est totale. On brûle une permanence, on brûle des locaux, on brûle des voitures. Ça c'est ce que maintenant ressentent un grand nombre de Français aussi, ça se voit dans les sondages. Oui, mais les Français, il y a un moment donné, ils ont des capacités de résistance. Hein. Grandes. Grandes. Donc, il ne faut pas qu'ils s'imaginent, quelles que soient les positions, qui, j'ai bien compris Castagnère tout à l'heure, a l'air d'être quand même assez... Oui, il y a la volonté du gouvernement de montrer beaucoup de fermeté. C'est une bonne stratégie, à votre avis ? Ah bah, face à ça, pas face aux revendications. Face à ça, c'est indispensable. Vous ne pouvez plus faire autrement. Je veux dire, maintenant qu'ils vont être de moins en moins nombreux, avant c'était difficile parce que un vrai, un faux, bon, ils gueulent, ils manifestent. Maintenant, non. Maintenant, on va pouvoir voir que les gilets jaunes qui veulent rester le samedi quand il y a de la castagne comme ça, ben, ils acceptent le risque qu'ils vont prendre. Un mot quand même sur les européennes. S'il y avait une liste de gilets jaunes aux européennes, il prendrait un peu de voix à Marine Le Pen. Comment vous le savez? Je ne sais pas, dans les sondages, apparemment, il ferait 12%. Il y a des sondages qui disent ça. J'ai commencé les européennes, Rocard n'a pas voulu faire de liste avec moi parce qu'il avait 27, j'avais 3. Eh bien, vous avez fini à 12. Eh bien, c'est pour vous dire les sondages, arrêtons. Les sondages à 6 mois d'une élection qui intéresse personne aujourd'hui, c'est une plaisanterie. Vous avez des sondages politiques. Ceux-là, c'est des avis politiques, donc c'est des opinions qu'on mesure. Mais on les mesure au moment où on n'est pas dans l'humeur. Pour l'instant, c'est l'humeur. Aujourd'hui, Marine Le Pen semble la mieux placée. Elle est passée dans des sondages comme première opposante à Emmanuel Macron. Elle est en tête des sondages pour les européennes. Mais les autres sont à la rue. Enfin, attendez, comment vous voulez penser autrement? Les socialistes, ils sont où? La droite classique, elle est où? Le centre, il est avec Macron. Il y a qui? Il y a elle qui était déjà en finale contre Macron. Qu'est-ce qui a changé dans le monde aujourd'hui de la France? C'est quoi? On est pareil. Attendez qu'il y ait une restructuration, qu'il y ait de la crédibilité chez les socialistes. Déjà, ils commencent à travailler à faire quand même enfin une liste unique. S'ils font une liste unique, vous allez voir que le score va être bon. Dupont-Aignan, il va faire son score. Les Républicains, j'espère qu'ils ne vont pas rester dans cette zone insupportable. Ben, on va voir. Mais aller dire qu'aujourd'hui, l'élection, ça va être ça, non, franchement. Un mot sur le grand débat. Je voudrais qu'on regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Sébastien Lecornu, le ministre des Territoires, a été interpellé, pris à partie, parce qu'il voulait commencer un peu à débattre par des gilets jaunes.
15 000 € pour journaux, vous rigolez quoi? Vous dites que c'est pas du gavage? Mais vous avez raison, c'est bien pour ça qu'on des arrête. députés qui touchent 20 000 € par mois, des sénateurs qui touchent 20 000 € par mois, qui n'ont même pas le courage d'aller, qui n'ont même pas le courage d'aller aux réunions. Il y a 577 députés, il y en a 53 à l'Assemblée nationale. Ils sont payés. Non, vous, oui, exactement, c'est vous qui êtes en train de nous énerver. Et vous savez ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'attiser les braises et de faire remonter les flammes. Oui, c'est moi qui m'énerve, parce que la situation elle est impossible, telle que vous la faites vivre. Bon, il y a vraiment une forme de rage contre les politiques qui gagnent 20 000 €. Alors, c'est pas vrai, hein. Les sénateurs ne gagnent pas 20 000 € par mois, les ministres ne gagnent pas 20 000 € par mois. Première déclaration. Soyons clairs. Mais cette rage-là, vous la sentez, cette colère, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle ne vous inquiète pas? Il y a deux réponses à faire. La première, c'est que ça a quand même été le slogan de M. Hollande. Il a commencé son septennat en désignant les responsables et les coupables. C'est eux. Son quinquennat, oui. Hein, voilà. J'aime pas les riches, il faut faire payer les riches, etc., etc. C'est pas faux. Sauf que vous pouvez plumer les riches en totalité. Les revendications de ce monsieur-là ne seront pas satisfaites. Hein. On en est loin. Bon. Deuxièmement, il faut comprendre qu'aujourd'hui, le manque de moyens vient surtout s'ajouter à un manque de considération. Il n'y a plus aucune considération pour ces gens-là. Plus aucune. Attendez. Et la preuve que vous le ressentez, puisque moi je m'intéresse à eux, on se demande pourquoi. Comme si c'était un exploit ou que ça cachait... parce que nous, journalistes, on s'intéresse à eux tous les jours et on fait notre travail. Mais pourquoi ça cacherait quelque chose d'autre? Et on essaye de comprendre et on explique ce qu'ils ressentent. Mais pourquoi ça cacherait quelque chose d'autre? La raison pour laquelle ils gueulent sont des raisons justifiées. Bon, il y a juste un seul problème, qui va être évidemment brûlant. C'est comme dans une famille. Vous avez 3 enfants, le couple est là... Il y en a un qui veut apprendre l'anglais, l'autre la musique, le troisième veut un scooter, le quatrième... Attendez, on n'a pas les moyens. Notre pays, aujourd'hui, Routel Krief, n'a pas les moyens de satisfaire les demandes justifiées. Elles sont justifiées. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, le président ? On n'a pas les moyens. Alors, je suis très inquiet sur la manière dont ça va être compris. La vérité, elle est là. Alors que les autres pays ont une amélioration sur le chômage, une amélioration sur l'endettement, vous vous rendez compte que les Allemands, ils finissent pas avec 3,5% ou 3,2% d'endettement, ils ont de l'excédent, ils sont à côté de nous. Et un professeur de mathématiques gagne 40% de plus qu'un Français. Comment ça va se passer ce débat, à votre avis? Par exemple, est-ce qu'il faut que ça porte sur tous les sujets? Oui. Sur l'ISF aussi, sur la peine de mort, sur l'IVG, mais surtout. Ah oui, il faut que ça porte sur tout. Attendez, ils vont s'exprimer. Allez, jetez votre colère. Jetez-la, dites tout ce qu'il y a. Et puis après, ça va s'organiser, etc. La seule chose qui sera importante, c'est comme les réponses, à moins de faire n'importe quoi. Bon, on fait le SMIC ici, on peut faire n'importe quoi. À ce moment-là, on est... Et parce que le gouvernement a donné des réponses quand même. Il y a eu 10 milliards d'euros qui ont été... vous avez vu, la fameuse prime d'activité. Pour l'instant, ça n'a pas semblé suffisant. On dit quand même qu'il y a pas mal de gens qui vont dans les caisses d'allocation familiale en ce moment pour aller faire valoir leurs droits à cette fameuse prime d'activité. Ouais. Donc, ça bouge. Et ça se verra sur le pouvoir d'achat. Voilà, ils veulent que ça bouge encore. Bon, ça sera au gouvernement de savoir faire la balance entre la justification des demandes, leur légitimité et les moyens qu'on a pour les satisfaire. Si ce sont des exigences immédiates, on pourra en satisfaire aucune. J'exagère. Il va falloir donc entraîner des processus qui font que le résultat des processus satisfait. Mais ça veut dire quoi? C'est un référendum, la dissolution, un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement? Mais non, ça va pas enrichir le pays d'avoir un nouveau Premier ministre. Non. Vous savez, j'ai une idée comme ça, d'un seul coup, je me dis, si on faisait le total de toutes les dépenses qui sont faites pour être à la charge de ceux qui sont malades, ceux qui sont chômeurs, je me dis, mais merde, est-ce qu'on pourrait pas revenir à une idée qui avait été promue par Hamon? C'était... Le revenu universel. Le revenu universel minimum. On mettrait des obligations. Et on verrait là si c'est sincère. L'État va te garantir, dors tranquille, tu pourras jamais descendre en dessous ça. Vous êtes pour le revenu universel tel qu'il était expliqué par Benoît Hamon, parce qu'il y a plusieurs versions. Voilà. Pas du tout. Je suis pour que ce revenu existe, à condition que vous acceptiez les contreparties. Les contreparties, c'est quand tu as ton revenu, que tu es au chômage, tu t'obliges
à satisfaire des besoins municipaux, régionaux, nationaux, car notre pays en manque partout. Il manque 3 millions de personnes. Est-ce que c'est pas plus simple de dire à des gens, tu vois, toute ta vie, tu es sûr que tu descendras pas en dessous de ça? Car leur angoisse, c'est ça. Leur angoisse, la femme qui se retrouve avec personne et pas de quoi nourrir ses mômes, tu te retrouveras plus dans ce cas. Mais maintenant, prends un engagement. Au moins, à mi-temps, il faut que tu puisses donner un peu de ton temps quand tu le touches parce que tu fais rien d'autre, aux hôpitaux, aux écoles, peu importe. Vous avez... Ce serait pas intéressant? Oui, c'est noté, je veux dire, voilà, on va voir ce qui va sortir de tous ces débats. J'ai appris que vous aviez commencé à parler avec François Bayrou, qui était celui qui avait sorti l'affaire de l'arbitrage. C'est pas celui qui a sorti l'affaire, c'est celui qui m'a fait le plus de mal. Oui. Et je vais vous expliquer. François Bayrou, de tous les textos que j'ai reçus à l'annonce de ma maladie, j'en ai reçu 22 000. Il a été, pour moi, le plus touchant et que j'ai considéré comme le plus sincère. Et donc, voilà, on s'est parlé et c'est tout. On n'a pas eu... il fait pas du business, je suis pas dans son groupe, je pense de son groupe ce que j'en pense, il pense de l'action qui dénonçait ce qu'il en pense. Mais je suis le contraire. Vous savez que je reçois chez moi des journalistes qui m'ont rentré dans la gueule pendant des années. Quand ma femme rentre dans le salon, elle me dit « Quoi ?» Et je lui dis « Mais je veux pas me faire du mal avec de la rancune. Je suis le contraire de quelqu'un de rancunier. » Bon, vous savez, les dernières informations, c'est sorti dans l'Observateur. Bon, déjà, vous avez le procès, vous en avez parlé vous-même. Là, le procès, c'est en mars, sur ces fameux 404 millions. J'espère simplement que vous allez en parler autant que vous avez parlé pendant 3 ans à faire croire à nos Français que je devais 400 millions. Mais on en parlera, bien sûr, et vous viendrez nous en parler. Et je vais venir vous en parler. Enfin, vous savez pourquoi la différence? Vraiment, je tiens à vous le dire. Je me suis attrapé avec une de vos consoeurs, parce que, contrairement à vous, qui insistez pas quand on veut pas répondre, elle insistait, elle n'a pas compris une chose. C'est quand vous êtes embarqué dans une procédure pénale. Vous n'avez pas le droit d'en parler. Vous, les journalistes, on vous accuse jamais de rompre le secret de l'instruction. Et j'allais dire, c'est presque logique. Vous savez quelque chose, vous le dites. Nous, non, on ne peut pas répondre. Donc vous répondrez à toutes les questions. Ah, mais à plus que ça, à des questions... Y compris à vos rapports avec le fisc, avec ce qu'on vous reproche, avec tout ça. Tout va sortir. Et par des documents. Pas par des affirmations à la con. D'accord, donc c'est un procès vous allez vous régaler. Qui sera intéressant et vous allez vous défendre et vous viendrez nous en parler. Un mot sur Marseille, l'OM. Écoutez, je suis très triste parce que je suis très triste. Vous savez, ce matin... L'OM qui a été éliminé de la Coupe de France par Andrézieux, un club de National 2. Je ne savais pas que vous alliez m'en parler, mais j'ai parlé au président ce matin, qui est un type très bien. Et je l'ai rassuré sur l'envie que les journalistes de la Provence avaient, ils me l'ont dit, de tout faire pour calmer le jeu. Je voudrais que les amoureux du club se disent qu'on n'a rien à gagner, à créer une énorme... Oui, parce qu'il y a eu une tentative d'intrusion de force, des policiers, l'entraîneur qui était prêt à partir. De grâce. La violence, là aussi. Ça fait partie encore de notre patrimoine qui fait vibrer les Marseillais. Bon, il est tout à fait lucide sur la situation, il va prendre les décisions qui conviendront, que les supporters se rassurent. C'est-à-dire l'entraîneur va rester en place. Enfin, j'en sais rien, je vous pose la question. C'est pas à moi de décider ça, mais Rudy Garcia. Je n'ai pas manqué de lui dire que le club était en grand danger. Car sans ses supporters, ça serait difficile. Et comme c'est un type très intelligent, je crois qu'il avait déjà... Donc vous pensez que l'entraîneur n'est plus à sa place? Mais pourquoi vous dites ça? Je vous pose la question. Ah non, non, mais c'est pas du ça. tout. D'accord. C'est pas ça. D'accord. Juste pour finir, les journalistes de la Provence, il y en a qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec l'ouverture des locaux aux Gilets jaunes quand même. Hein. Ils ont procédé par vote. Les syndicats, il y avait 2 qui étaient contre. Ils n'ont pas été capables de nous expliquer pourquoi. Le SNJ n'était pas d'accord. La CGT n'était pas d'accord. Il y a donc eu une consultation qui a été faite. Dieu merci, ils ont bien fait d'ailleurs. Parce que moi, je suis passé par Guilbert et le président Serfati. Je leur ai dit, est-ce que vous êtes d'accord? Ils ont dit, on est d'accord.
Donc on l'a fait. Et franchement, maintenant, personne ne le regrette. Merci beaucoup. Merci Bernard Tapie. Et promesse tenue, promesse faite, vous viendrez nous parler. Pendant le procès, on le couvrira et vous nous direz tout. Ah ben, c'est pas moi qui vais dire tout. Ce sont les dossiers. Merci, merci. Cette pause publicitaire est dans un instant. Michel